Bonus. Trax. Il y a quelques jours nous quittait l'illustrateur britannique John Blanche. Un nom pour toujours associé au monde de Warhammer, mais dont l'influence ne saurait se limiter aux univers créés par Games Workshop. Et pour tout vous dire, on avait prévu de vous parler de toute autre chose avec cet épisode, mais l'émotion nous a rattrapés, ainsi que l'envie de rendre hommage à un artiste de génie qui nous a inspirés depuis nos débuts dans le hobby et qui continuera certainement de le faire par-delà la mort elle-même. Bref, voici notre humble épisode en hommage à John Blanche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Landrider République alias Thibaut au micro. Je suis avec Raph aujourd'hui. Comment ça va, Raph ? Ça va, même si le sujet est un peu délicat. Effectivement, on aurait préféré se retrouver sur un autre sujet, même si parler de John Blanche, c'est quand même un sujet favori parmi les fans du hobby qui est le nôtre. Mais comment on se sent du coup après cette nouvelle ? On avait prévu d'enregistrer ce podcast un peu plus tôt et au final, nos emplois du temps ont fait que on a peut-être un petit peu laissé l'émotion retomber. Je ne sais pas comment tu te sens, toi, Raphaël, là tout de suite maintenant. En vrai, je pense que c'est même pas plus mal qu'on ait justement laissé un peu de temps pour éviter d'être trop à chaud, justement parce que on était un petit peu, je vais pas vous dire bouleversé au sens large, enfin au sens premier du terme, parce que c'est pas un membre de notre famille non plus, hein, mais il y avait quand même il y avait quand même une émotion qui était présente. Ça vous fait un petit vide pour paraphraser ce que j'ai dit à Thibaut quand on a appris le décès de John Blanche. Moi, ça m'a fait un petit peu comme à l'époque où Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, est décédé. Quand c'est quelqu'un en fait qui vous a accompagné pendant un tellement grand morceau de votre enfance / adolescence, ça vous fait quand même quelque chose, je trouve. Ouais, surtout sur ces moments-là, surtout sur des questions aussi parfois artistiques où on peut se sentir plus proche de trucs fictifs, d'univers, de personnages ou des gens qui les ont créés, paradoxalement à cet âge-là, que de nos propres proches, justement. Après, parfois, ça s'équilibre pas, ça dépend un petit peu la vie adulte de chacun. Mais c'est vrai que du coup, on a un peu tous perdu, je crois, un peu le vieil oncle qui nous avait initié au hobby en la personne de John, quoi. Et c'est vrai que forcément, l'émotion est là. Finalement, comme tu dis, c'est peut-être pas plus mal de prendre un petit peu de recul aussi. Je pense que l'avantage, quand on est un artiste de talent comme l'était John Blanche, c'est qu'effectivement, il y a tout un, comment dirais-je, un panel d'œuvres qui vont lui survivre et qui vont continuer de nous faire rêver, ou plutôt cauchemarder. On va discuter du style justement de John aujourd'hui, mais avant ça, je voulais donner un petit peu d'histoire, un petit peu de perspective, parce que on le sait, Games Workshop est pas hyper bon, voire même carrément nul pour, j'irais pas forcément honorer dans le cadre précis de la disparition de quelqu'un comme John Blanche ou même avant ça Brian Hensel, mais tout simplement juste mettre en avant qui fait quoi. Et ça, du coup, on peut se dire, John Blanche, ok, il fait des peintures, il fait du concept pour Games Workshop, mais qui est John Blanche ? Ça, franchement, c'est un peu compliqué à trouver, et même moi à l'époque, j'avais dû écrire pour Geekart, coucou Thomas si tu nous écoutes, et je m'étais plongé dans différents White Dwarf, différents vieux White Dwarf pour retrouver ça et là quelques infos sur sa vie, parce que c'était quand même quelqu'un d'assez discret semble-t-il, et par ailleurs la politique de Games Workshop fait que les auteurs sont quand même rarement mis en avant. Donc tout ça pour vous dire que John Blanche à la base c'est un enfant de la classe ouvrière qui va commencer à dessiner très tôt, puisque en fait à 3 ans il dessine une scène de mariage dans lequel il est invité et pour lequel en fait il va être un peu félicité par tout le monde sur place. Ça va lui donner une vocation, donc il va se rêver artiste, il va être vraiment nourri par l'art de manière générale, mais spécifiquement sa passion pour les figurines qu'il découvre à 8 ans où il peint des chevaliers et ironie du sort il les peint de manière très brillante, très clinquante. Donc on n'est pas du tout dans le style John Blanche qu'on connaîtra par la suite. Mais du coup il est accroché, il va continuer à peindre à la fois des figurines d'une part et des toiles de l'autre. Il va donc faire des études aux Beaux-Arts, dont il sera diplômé malgré tout le mal qu'on pense de lui, autant ses camarades que ses professeurs. Apparemment il a vraiment beaucoup souffert de cette phase-là
de sa vie et de ses études, et du coup on lui reconnaît malgré tout un grand romantisme, mais on donne pas cher de sa peau sur le plan professionnel et artistique. C'est pas grave, puisque du coup il a pas forcément beaucoup apprécié ses études, il se tourne vers un premier taf, et en fait il est, si j'ai bien compris, gardien dans un musée où il tient comment dirais-je, la boutique où les trucs pour acheter les tickets. Et en fait, sur son temps libre, il passe pas mal de temps dans le musée à reproduire des toiles, à sketcher des animaux. Il me semble que c'est un muséum, plus un mélange de muséum d'histoire naturelle et d'art classique, si je me souviens bien de White Dwarf. Mais en fait, peu importe, ça va continuer encore une fois à nourrir un petit peu son art et sa passion, qui vont enfin se rejoindre en 76, pardon, puisque à ce moment-là, il est artiste à son compte et il va rencontrer un certain Ian Livingstone et Steve Jackson, les deux des trois fondateurs originaux de Games Workshop, qui vont ouvrir leur première boutique en propre, donc à Londres à ce moment-là, et ils lui commandent des illustrations pour habiller la boutique, sans doute des petits flyers, des choses comme ça. Et du coup, bientôt, John Blanche, il est partout, et notamment dans White Dwarf, qui est alors une revue généraliste, pas forcément dédiée à Warhammer spécifiquement, puisque Warhammer n'existe pas encore, et c'est ainsi que débute sa carrière. Une collaboration quasiment, en fait, unique, c'est-à-dire avec Games Workshop, qui va durer quasiment 50 ans, en fait, parce que on est des années 70 jusqu'à, je crois qu'il a pris sa retraite il y a seulement 2 ans, donc en 2024 ou 25, c'était peut-être même juste l'année dernière, je crois que c'était 2024. Et donc vraiment, il a beaucoup travaillé avec Games, pour lequel il sera bien sûr un illustrateur, un concept artiste aussi, on l'a dit, et même pendant un temps, un directeur artistique. Donc c'est lui qui va notamment faire en sorte que, même s'ils n'ont pas tout à fait son style, c'est lui qui va faire en sorte que des gens comme Wayne England, comme Adrian Smith, comme Paul Bonner ou même Dave Gallagher seront recrutés par Games. Et ensemble, ce sont ces grands noms-là, avec John bien sûr en tête, mais qui vont définir ce qu'est Warhammer visuellement. Et du coup, il va être de tous les projets. Il a fait bien évidemment Warhammer Fantasy Battle, 40 000, mais aussi le 40 000 moderne. Par exemple, on lui doit le design de Belisarius Cawl. Il a travaillé sur Age of Sigmar, c'est lui qui a défini la silhouette des Stormcast. Et il a aussi travaillé sur le Seigneur des Anneaux, puisqu'il y a une célèbre anecdote où, pour convaincre les ayants droit de je ne sais plus comment s'appelle cette boîte qui possédait du coup les droits des films, ils étaient partis en Nouvelle-Zélande avec John Blanche, qui avait fait, je crois, si je dis pas de bêtises, un diorama lui-même pour restituer un peu quel état d'esprit allait permettre de créer cet univers du Seigneur des Anneaux adapté en figue. Donc vraiment, faut bien vous dire que toute l'entreprise Games Workshop doit, je pense que énormément, c'est pas encore le mot, mais en tout cas effectivement énormément de choses à Games Workshop et à John Blanche, pardon. Et effectivement, il est parti véritablement à la retraite il y a 2 ans de cela, donc en 2024, et il avait 75 ans à ce moment-là. Il nous a quittés donc 2 ans plus tard à 77 ans. Voilà pour la petite biographie. Vous voyez que j'ai speedé sur pas mal de trucs, mais je pense que l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment un style à part et qu'il y a une contribution à Games Workshop et plus spécifiquement Warhammer qui est inestimable. Mais pour poursuivre ce podcast et éviter de continuer de monologuer, je vais te demander, pour toi, c'est quoi le style John Blanche, Raphaël ? Pour moi, c'est un mélange de plein de choses. C'est à la fois gothique, comme Warhammer 40 000, même si je sais qu'il aimait pas trop qu'on lui dise... Il trouve que c'est un peu passe-partout gothique. Ouais, c'est ça. C'est à la fois très romantique, dans le sens où ça me rappelle beaucoup les peintres romantiques allemands, et aussi... on va dire la période romantique très diffuser ses sentiments à travers sa peinture, et c'est baroque comme Warhammer 40 000 aussi, puisque c'est très surchargé, c'est dans l'excès. C'est dans l'excès, ouais, et puis il y a beaucoup d'accumulation, et c'est aussi terrifiant, je trouve, puisque c'est ce qui a défini en grande partie aussi le fait qu'à Warhammer 40 000 il n'y ait que la guerre, et que où que vous soyez dans cet univers, il y a forcément quelque chose pour vous faire du mal, vous tuer, vous manger, vous faire peur, etc. Tout ça à la fois. Tout ça à la fois. Et je trouve que le style de John Blanche représente très bien cet état d'esprit. Ouais.
Tu te souviens de ton premier contact avec John Blanche? Oui, tout à fait, puisque je vais être tout à fait original et ça va être la Notre boîte de base de la V3, Ouais. les fameuses illustrations des Black Templars. En fait, il faut vous dire un truc, c'est que j'ai déjà raconté l'anecdote de comment j'ai découvert Warhammer, etc. dans ce podcast, enfin dans un autre épisode. Mais par contre, je me souviens vraiment très nettement de quand mon père m'a offert la boîte de base V3 et c'était mon anniversaire, donc elle était emballée dans du papier cadeau, donc j'ai enlevé le papier cadeau et en fait le premier truc en fait que vous voyez, c'est pas comme aujourd'hui, si vous achetez Armageddon, il y a marqué Armageddon Warhammer 40 000 machin. À l'époque il y avait juste marqué Warhammer 40 000 et la grosse illustration pleine boîte de John Blanche, et là en fait vous êtes un gamin de 10-11 ans, vous avez ça qui vous frappe et vous êtes en mode ok, c'est quoi cette dinguerie. Enfin, faut vous dire que moi à l'époque je jouais beaucoup à Magic, et je jouais à Magic justement pour les illustrations des cartes que je trouvais magnifiques et qui vraiment évoquaient plein de trucs chez moi. Et en fait là je suis passé au stade supérieur, quoi. J'étais vraiment en mode ah ouais, donc la fantasy c'est très cool, hein, mais là on est là c'est next level, c'est des gros guerriers en armure avec des énormes flingos, un fond de paysage dans une espèce de déluge de poussière, de flammes, enfin folie. Ouais, non, cette boîte de toute façon est folle. Je pense que effectivement, de manière très peu originale, tous les gens qui auront commencé en V3 ont directement été exposés à John Blanche. Alors, faut savoir qu'il a aussi fait l'illustration de la V2, mais qui est pareil, on en reparlera, mais complètement contraire à son style classique. Donc, il avait pas encore le style, on va dire, John Blanche pour lequel on le reconnaît aujourd'hui. Donc, c'est vrai que t'aies commencé en V2 ou en V3, t'as été en contact immédiatement avec John Blanche, mais t'as pas eu du tout la même impression. Non. Il y a du bleu et des Blood Angel en V2, il y a des Black Templars et du jaune en V3. On sait que cette illustration-là inspire encore aujourd'hui les sculpteurs de games. Il y a une des figues, celle qui est au premier plan, enfin au sommet, voilà, qui existe encore, enfin qui a été transformée du coup en 3 dimensions. Cette illustration-là, on se perdait dedans, toi et moi. Elle était reprise aussi sur le livre de règles. Ouais. Je pense que moi, mon premier contact, en l'occurrence, c'est parce que t'avais eu cette boîte, le livre de règles, qui reprenait du coup en version verticale l'illustration horizontale. Je sais que je crois que j'avais récupéré ta boîte, parce que je crois que je l'ai eu longtemps. Et tu l'avais découpé, juste le cadre. Ouais. Et je me demande si j'ai pas encore ce truc-là chez mes parents ou quoi. Et je me souviens que je me perdais toujours un peu dans ces détails. D'ailleurs, Warhammer Art, il y a un site, on en parle assez rarement, mais où tu peux acheter des prints des différentes illustrations. Et très clairement, c'est un des trucs qu'ils font dans tous les formats, quoi. Genre cette illustration-là, elle est tellement légendaire. T'as tout plein de détails, t'as des particularités, pourquoi il y a un Black Templar qui est en blanc, pourquoi il y a ces espèces de serviteurs en rouge, le bolter lourd en jaune, enfin chaque puis les bordures d'épaulières des Black Templars en rouge, alors qu'à l'époque pourquoi, enfin de toute façon on c'était pas du tout défini, quoi. C'est ça, c'était plutôt dans une logique de par l'illustration débloquer des nouvelles informations plutôt que illustrer des nouvelles informations que d'autres avaient écrit à sa place. Et d'ailleurs on pourra en reparler, je pense que dans le travail de Blanche, il y a aussi une énorme dimension narrative, sachant que lui disait que ça l'ennuyait en fait d'imaginer la backstory des persos, etc., mais qu'il l'avait un peu en tête et qu'il laissait à d'autres le soin de justement d'expliquer les choses que lui mettait juste en image de manière un peu, voilà, enfin vraiment dans une espèce de pulsion créative de dire j'ai fait un Black Templar, lui il est blanc. C'est même pas un apothicaire, mais lui il est en blanc, ok, pourquoi pas. Et on voit encore aujourd'hui, il y a eu des dioramas Golden Demon qui font hommage qui rendent hommage à cette illustration. Il y a l'un des sculpteurs des Black Templars, Maxime Corbeil, qui peint toute son armée dans ce style-là. Donc effectivement, c'est un truc qui a un énorme impact, et on reparlera peut-être de cette toile et d'autres de cette époque, forcément. T'as parlé du côté gothique, t'as parlé du côté baroque. Est-ce que c'est aussi finalement l'incarnation du style grimdark? Alors le grimdark, c'est un mot valise. Moi personnellement, il a tendance un petit peu à me fatiguer, parce que je crois que c'est encore pire que baroque et que gothique, dans le sens où baroque et gothique, tous les gens vont pas l'utiliser. Grimdark, ça vient de Warhammer 40 000, le terme, mais il est passé à la postérité dans la pop culture, et les gens disent, je sais pas, The Boys c'est Grimdark. Trench Crusade. Alors Trench Crusade, pour le coup, je peux comprendre le lien, tu vois, mais parfois on dit Grimdark dès qu'un truc... Oui, ou dans Bloodborne, ou en fait... Tout peut être Grimdark finalement, mais est-ce que si on devait donner un illustrateur
pour définir ce qu'est le style grimdark, finalement c'est Blanche, c'est personne d'autre, c'est sûr. Adrian Smith un petit peu aussi, mais vu qu'il a bossé en collaboration avec Blanche, ça fait sens. Ça a du sens. Et après Smith, il vient vraiment, je pense, d'une école plus presque illustration historique. Ouais. Il y a vraiment ce côté presque du détail, tu sais, sur les costumes, les trucs comme ça, où Blanche est moins technique quoi sur ce genre de truc. Mais c'est vrai que bon, forcément, c'est John qui a défini ce truc-là. Alors après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'au final, est-ce qu'on parlait de ce truc-là avant lui? Est-ce qu'on aurait continué de parler de comment dirais-je, de grimdark sans que Blanche ait une influence aussi importante sur Warhammer 40 000? Autant de questions qui resteront sans réponse. Mais effectivement, l'exubérance, c'est certain, elle est là. Donc on retrouve cet élément baroque, les ornementations qui tartinent, et le côté grimdark, le côté effrayant. Et c'est vrai qu'effectivement, plonger dans les illustrations de John Blanche, c'est pas non plus se réjouir du moindre détail. C'est plutôt s'interroger, flipper, se poser des questions. Et globalement, ça c'est une tradition qui existe avant John Blanche, parce que même la première illustration que j'ai au-dessus de mon établi de Rock Trader, elle est pas hyper joyeuse non plus, mais je crois qu'il a poussé vraiment ça au rang d'art. Il y a un truc aussi que j'aime beaucoup chez lui, c'est vraiment la compo, c'est-à-dire qu'on sent l'influence des peintres classiques, peut-être des flamands ou que sais-je. Vraiment, il y a une idée que quand il fait des grandes toiles, ça ressemble, enfin, on force peut-être le trait en disant que ça pourrait être dans un musée, et les gens pourraient ne pas tu vois ne pas se dire tiens, qu'est-ce que ça fout là quoi. Il y a une technique, il y a une empreinte même dans le choix des couleurs, je trouve, qui est assez cohérente avec un art plus classique quoi. Ouais, puis ça ressemble beaucoup à du Turner dans la manière qu'il a de générer du mouvement. Ça ressemble beaucoup à du Bosch dans la manière de générer des imaginaires terrifiants. En fait, ça ressemble à Rembrandt aussi, ça ressemble à du Gustave Doré, dans le côté très gravure, très nerveux, rapide, etc. En vrai, tu vois qu'il a fait des études d'art. Oui, parce qu'il a des cultures en fait. Voilà, mais effectivement, les toiles de John Blanche, certaines. Alors oui, si dans un musée très très classique du terme, vous mettez une illustration de Space Marine, les gens ils vont péter leur crâne. Mais par contre, il y a plusieurs de ces œuvres qui ne seraient pas du tout, enfin qui seraient complètement à leur place dans un musée quoi, très clairement. Et les gens, même de la culture très bourgeoise, classique et de ça, verraient ça et se diraient ah oui, je pense qu'il pourrait y voir quelque chose. Effectivement, Bah quand tu vois certaines toiles, c'est laquelle, tu sais, cette espèce de, je perds le nom de l'artiste et le nom de la toile, mais tu verras peut-être, ou les gens nous corrigeront en commentaire. Mais c'est une toile très classique qui montre, je sais plus, un espèce de château dans les enfers, et il y a un espèce de l'île des morts. Alors non, mais ça marche aussi. Mais je pensais à un truc plus luciférien, mais qui est un peu, qui est aussi au Louvre, que j'ai vu au Louvre et qui ressemble à une illustration de carte Magic en fait. Bah c'est pas les cercles des enfers de Dante de Durer justement. Bah écoute, peut-être. Je te dis, j'ai aucun là-dessus. J'ai pas du tout la ref. Les gens nous diront, c'est pas grave, ça créera un peu d'interaction sur YouTube, on sera corrigé par la culture des autres, et vous, a posteriori, vous avez accès à Internet, nous non, puisque là on est en mode avion et qu'on enregistre. Mais effectivement, moi je trouve que on retrouve un peu cette dynamique-là, c'est-à-dire dans des sujets plus guerriers ou religieux, Blanche en fait s'inspire de ça, et fondamentalement, guerrier et religieux, c'est aussi ce qui est Warhammer 40 000, donc franchement ça pourrait être assez classe. Je sais pas si des gens ont le pouvoir et qui nous écoutent, mais dans un musée un peu de, comment dirais-je, d'obédience un peu classique, genre la National Gallery de Londres, voir du Blanche, ce serait quand même super quoi. En vrai, Game Workshop, et il ferait v'là les entrées. En vrai, Game Workshop, au vu de sa puissance économique en Grande-Bretagne aujourd'hui, si demain il contacte n'importe quel musée londonien un petit peu prestigieux et il demande une expo temporaire, même un musée sur à sur les œuvres de John Blanche ils doivent avoir quelque part dans un entrepôt, tu vois. Franchement, let's go, tu vois. Ça, ce serait un beau moyen de lui rendre hommage, tu vois. Mais vu qu'ils ont la flemme, on sait pas, peut-être qu'ils travaillent là-dessus, mais effectivement, ce serait un bon moyen de le rendre hommage. Vous l'avez entendu ici en premier. Alors, effectivement, il y a cette nervosité dont tu parlais. Il y a un côté, effectivement, très punk là-dedans. Et je voulais faire la transition vers une autre des influences de John Blanche, qui était un gros fan de glam metal. Alors, pour ceux qui connaissent pas, le glam metal, c'est un peu la version... c'est comme le glam rock, mais version metal. C'est ça. Et donc, du coup, c'est des chevelures assez extravagantes, du make-up, du panthère, des motifs, du zèbre, voilà. Et c'est vrai que le fluo un peu moins, mais typiquement les motifs, comment dirais-je, de pelage,
images de bestioles, ça, dans les illustrations de Blanche, il y en a un peu partout. Dans ses custodes et ses sœurs du silence, notamment, ils ont tous des énormes fourrures de lions. Oui, alors je pensais vraiment à effectivement, cette génération. On reparlera un petit peu de différentes étapes dans sa carrière, mais il y a un vrai truc il faisait des espèces de planches Ilu pour Russe Hérésie, où effectivement, c'était un peu les premières images qu'on avait, des Primark, des custodes, etc. Et effectivement, souvent, il y a cet amour de la fourrure, quoi, si j'ose dire, qui est assez fascinant. On en parlait tout à l'heure aussi, une absence presque totale de bleu, à l'exception en fait effectivement de l'illustration de la V2, où il est dans un style beaucoup plus, pour le coup, qui fait beaucoup plus pop culture, classique, un peu même contre-culture, comics, tu vois, 2080, le côté presque, c'était pas du numérique à l'époque, mais cette espèce de bleu et puis ces couleurs un peu, tu sais, les Marines sont des proportions un peu début des jeux vidéo. Ça fait très illustration de commande en fait. Tu sens que il faisait beaucoup de vilu pour Games à l'époque et tu sens que les mecs étaient en mode on veut ça. Rogue Trader c'est fini, c'est Warhammer 40 000, on lance une nouvelle édition maintenant et il faut vraiment représenter les orcs et les Space Marines Blood Angel et tu nous fais un truc pas trop entre guillemets comme à ton habitude parce qu'à l'époque il avait déjà pris ce oui, je pense caractéristique. Il l'avait à bien des égards, mais c'est vraiment en V3 qu'on va le voir un petit peu effectivement exploser, et effectivement avec beaucoup de marron, de jaune, de rouge, de boue, et en fait que lui considère, la boue, les explosions, le sang, il dit en fait tout ça c'est des couleurs. Et c'est ça que je veux mettre en scène. Et si on parle de guerre, effectivement, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de... Bon, bref, à débattre, mais c'est intéressant. Comme tu le disais, lui, il parlait de Rembrandt, Bosch et Dürer pour ses influences. Enfin, c'est un peu ses maîtres à penser, les gens qui l'avaient beaucoup marqué. Donc on est effectivement dans une démarche qui intègre d'une certaine manière les grands classiques. Et après... un peu à l'envers de tout ça, une approche plus sociale de l'imaginaire. Ça, c'est un truc que j'ai compris plus tard et dont on pourrait parler des heures parce que je trouve ça assez fascinant. Mais c'est que, par exemple, il est beaucoup inspiré par Charles Dickens et vraiment cette fascination que lui-même avait sur les petites gens, genre Fagin dans Oliver Twist, mais aussi les orphelins, dans toute cette dimension moins connue ou en tout cas moins valorisée de l'Angleterre victorienne, c'est-à-dire on s'intéresse beaucoup, notamment via le steampunk, etc., à tout ce côté c'est Indus, c'est une ère de prospérité, d'avancée technologique, et en réalité c'est une ère où les ouvriers respirent de la merde, les enfants travaillent dans des mines, ils meurent sur le côté, enfin sur le bas côté de la rue et tout, et c'est assez intéressant, c'est que dans la démarche de Blanche, même souvent dans ces trucs les plus pompeux, héroïques, comme le dernier carré des Black Templars par exemple, on vient nous arrêter, ça y est, on dit trop de bêtises Raphaël. Mais du coup, les Arbites débarquent. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire en fait, c'est justement, enfin ça fait une petite connexion avec les Arbites, mais même dans les trucs les plus grandiloquents, il y a de temps en temps ce petit détail qui te ramène à une forme de qui sont finalement les petites mains derrière tout ça, comment fonctionne l'Imperium, comment fonctionne l'Empire à Battle, etc. Les illustrations des guerriers, notamment de Battle, t'as toujours, ils ont des gueules pas possibles, il leur manque des dents, enfin il y a vraiment un truc là-dedans. Et après à 40 000, c'est souvent des petits personnages encapuchonnés qui vont avoir des tuyaux plein la tronche. Ouais, des serviteurs quoi. Ouais, qui sont un peu l'équivalent du gars à jambes de bois, un peu fatigué et alcoolo pour Warhammer 40 000 quoi. Ouais, puis quand il illustre des scènes on va dire de paysages, je mets un gros guillemet à paysage, mais par exemple il illustre, je sais pas, l'intérieur du palais de Terra par exemple, il y a toujours une foule de gens de Pékin qui sont juste là, et d'ailleurs on en reparlera sûrement, mais le dernier trailer qu'a fait Game Workshop qui est très cool pour Warhammer 40 000 reprend pas mal cette approche là. Et c'est pas mal parce que ça la met un peu en perspective au-delà des Space Marines. Et je pense que c'est ça aussi le focus. D'ailleurs, beaucoup de gens se plaignent de comment dirais-je, de cette importance et de cette omniprésence qui vire progressivement à l'écœurement des Space Marines, tu vois. Et je pense que Blanche, c'est aussi parce que je pense que les gens sont nourris par ce truc-là. C'est-à-dire, même dans les illustrations où il y a les Space Marines, il y a aussi autre chose. Et il y a toujours un peu cette autre dimension de cette idée que les Space Marines ont des serfs au sens médiéval du terme, etc. C'est un truc qui vient, à mon avis, 100% de cet art-là, qui est renforcé par des petits détails, ou même les petites enluminures qui mettaient
tu sais, en bas des pages des codex, ou des choses comme ça, parce que blanche c'est pas aussi que des grands tableaux, c'est parfois aussi des petits sketchs, petits, j'allais dire, de petits éléments graphiques et qui peuvent avoir beaucoup d'influence sur notre appréciation du hobby et de Warhammer 40 000 plus spécifiquement. Je voulais aussi parler du Blanchitsu, puisqu'on était dans le style de Blanche, ce qui est plus ou moins son style appliqué en Fig. D'abord dans une chronique de John Blanche lui-même, qui était parue dans White Dwarf à partir de 1987, donc l'année des débuts de Warhammer 40 000. Ensuite, ça a été étendu à d'autres hobbyistes qui étaient invités par l'artiste. Ouais. Et à l'heure des réseaux sociaux, c'est vraiment devenu un tag. Je me souviens sur Instagram, tu tags Blanchitsu et t'as vraiment des gens qui peignent comme ça. Alors c'est un terme qui est assez débattu. Je sais que notamment des peintres très haut niveau considèrent que du coup tu vois pas grand chose sur les figues, ça a tendance à aplatir les détails, etc. C'est que c'est difficile à retranscrire en figurine. Ouais. Le style de Blanche, mais que ça fonctionne dans une mesure où dans la même expression peut-être un peu punk du truc, c'est ça. Genre effectivement je suis d'accord, je salue notamment notre ami Charles, tu vois, qui le dit souvent, en fait les mecs qui font du grimdark, qui font du Blanchitsu, etc., c'est super, mais en fait si t'as pas la lumière qui est zénitale sur la figue, tu vois rien, tu comprends rien. C'est du barbouillage, et là je fais des guillemets avec mes doigts, non, mais ça a déjà été relevé par justement des professionnels qui disent ah ouais, tu barbouilles ta figue et tu la trempes dans des lavis, des jus, des pigments, et hop c'est bon, t'as du Blanchitsu, tu vois. Ouais, mais d'un autre côté je trouve qu'il y a une vraie alors déjà il y a un vrai talent pour le faire correctement, bien sûr, je pense qu'il faut le rappeler. Je pense aussi que les gens qui le font bien, ou même qui le font en mode hardcore, d'ailleurs allez voir si vous pouvez des figues de John Blanche, c'est juste saisissant. C'est-à-dire qu'en fait t'as l'impression qu'elles se sont décollées du tableau, et effectivement c'est sans doute pas les meilleures figues que t'as vues de ta vie en termes de peinture, en termes de technique, mais je trouve qu'il y a vraiment une espèce d'expressivité qui est folle en fait là-dedans, et c'est assez libérateur, et je pense notamment que beaucoup de figues gagnent à être peintes dans ce style, et le plus bel exemple récent étant Trench Crusade, qui s'est là aussi complètement bâti sur une vision un peu blanchesque, je sais pas comment dire, des choses, et qui en fait a carrément épousé, comme on va dire, direction artistique standard, parce que là où celle de 40 000, en fait, le grimdark, le Blanchitsu, ça a toujours existé, ça a progressé, ça a eu beaucoup d'importance, notamment en V3, mais on n'a jamais eu Games Workshop qui s'est dit, bah du coup, il faut que nos figues ressemblent aux illustrations de John Blanche. Non. Or, Trench Crusade, c'est tout à fait ce qu'ils ont fait dès le départ. Donc ça témoigne finalement d'une espèce de, à la fois je pense, une mise en contexte, les gens ont pris le recul, ils savent l'impact que peut avoir son art, mais je pense qu'ils savent aussi que c'est une forme de peinture de figurine qui peut être accessible, qui peut être libérateur, qui peut être fun, tout simplement. On est là aussi pour prendre du fun, et je trouve que c'est cool en fait quand même que ce truc-là existe. Est-ce que toi tu te souviens de, à la fois peut-être des magazines où il y avait les rubriques, ou peut-être de moments où toi t'as peint du Blanchitsu, quoi? Bah en vrai, moi je me souviens qu'il y a eu aussi la rubrique Blanchitsu, elle a fait des va-et-vient dans le White Dwarf, parce qu'il y a eu je pense, des fois des périodes presque 5 ans d'affilée sans, et d'un coup, hop, on remet la section, et là, on l'a fait courir pendant 5-6 mois, et après, vous la revoyez plus. Enfin, du coup, je sais, quand on avait refeuilleté plein de vieux White Dwarf et tout, on était en mode, ah, là, il y a Blanchitsu pendant 3 mois d'affilée, et après, ça disparaît. C'était très disparate, mais par contre, alors moi, je me souviens de 2 rubriques en particulier. La première, c'est, je pense, celle qui m'a qui m'a présenté ce style-là, qui était une rubrique Blanchitsu, où je pense que c'était justement une reprise de cette rubrique à nouveau, et où du coup il y avait ce fameux autoportrait de lui dans son style, en demi-page, avec marqué Blanchitsu, ça revient, ou je sais plus ce que c'était, et en mode il y avait du coup cet autoportrait de John Blanche façon John Blanche, avec du coup un œil bionique, etc. Et ce qui était pendant longtemps, un peu sur internet, la seule photo que tu trouvais de lui. Et moi, quand jeune hobbyiste, ça m'avait marqué de me dire, le gars a presque un persona en fait, quoi. C'est ça. Et donc ça, je m'en souviens très bien. Je me souviens plus des figues, mais je me souviens de cet autoportrait. Et par contre, je me souviens d'une section dans un des vieux White Dwarf que j'avais, où là, pour le coup, il y avait une figue à l'honneur, et tous les peintres dans la rubrique devaient partir de la même figue, qui était le Lord of Plague Age of Sigmar, donc le mortel qui a une hache à 2 mains, et qui est un peu gros, avec des entrailles qui lui coulent sur la hache, et du coup tout le monde devait partir de cette figue et la convertir pour très blanche dans l'esprit. Déjà de base, mais là du coup tout le monde l'avait converti en mode il devait la impériumiser,
Ah, ok, cool, ouais. Et du coup, t'avais plein de takes différentes. Ça y est, tu vois? Ouais, genre, il y avait un mec qui avait fait une chapka en mode Vostroyen, il y a un mec qui avait fait une jambe de bois, justement, il y avait un mec qui lui avait fait, il lui avait coupé les jambes et il l'avait mis sur une tige de drone pour faire en mode comme le baron Harkonnen dans Dune. Et en fait, je me souviens que en fait, la fille venait de sortir ce mois-ci ou le mois précédent, je crois. C'était un des premiers persos plastiques. En fait, il y a eu une vibe dans Warhammer Battle à un moment donné où ils avaient refait plein de petits personnages qui existaient en blister metal en plastique. C'était juste avant End Times. Ouais. Et toutes les armées ont eu droit à un blister de personnages plastiques. Et du coup, pour le chaos, il y en a eu un pour chacun des, je crois, chacun des dieux. Je suis même pas sûr. Je pense que c'est pas les champions du chaos, mais parce qu'il y a eu sorcier, il y a eu le sorcier et le lord à pied, tu sais, avec la lance. Et il y a eu ce truc de Nurgle. Et du coup, John Blanche disait dans sa section en mode « Ah, cette figurine, vachement cool. Du coup, j'ai proposé à tel peintre de voir ce qu'ils en feraient en mode blanchi dessus. » Et j'étais en mode « En vrai, meilleure idée, c'est trop bien. Et la figue est incroyable. » Et du coup, c'était une double page et j'étais vraiment en mode « Ah, c'est trop cool. » Faut que je retrouve le White Dwarf. Oui, mais maintenant je vois très bien de quel article dont tu parles, et c'est vrai que moi je me souviens du premier où justement il y avait cette illustration cet autoportrait de Blanche. On voyait aussi certaines de ses figues et il montrait un peu comment son style était passé à d'autres. On n'avait pas encore les réseaux sociaux, mais on était au début d'internet, et donc il y avait un peu ce truc là qui était super intéressant. Et je me souviens que par exemple ces marines du chaos étaient super saisissants parce qu'ils prenaient un peu les jambes des marines d'assaut de l'époque, donc plus dynamique. Ils avaient et du coup ils avaient des proportions cheloues. Ils prenaient des épaulettes un peu du chaos, ou ils avaient des bras nus, ils avaient des têtes de maraudeurs, et ils les peignaient dans des espèces de jaune ou de doré trépassé. Il y avait aussi une importance du damier. Je crois qu'il avait peint des orques avec des damiers, tu sais, en mode goth classique, le soleil rouge aussi. Enfin, il y a vraiment plein de trucs et c'est super marrant de voir jusqu'où ça pouvait aller et à quel point ça s'appliquait à différentes factions, Marine du Chaos et Orques, qui sont pas forcément les Orques, notamment la faction que t'identifies le plus comme blanchesque, mais c'était super intéressant et ça m'avait beaucoup marqué. Et effectivement, depuis, le style Blanchetsu perdure au-delà même de Blanche, et il a même fait l'objet, de manière générale, le style de John d'un livre. Alors c'est assez marrant, quand moi je bossais sur mon bouquin Third, le temps que le truc sorte, j'ai vu, il y a eu le bouquin sur la création de Games Workshop. Diceman. Il y a eu Diceman qui est maintenant paru en France. Il y a eu un bouquin sur le style Grimdark et le style de John Blanche. Il y a eu un reportage, etc. Donc c'est triste qu'ils nous quittent à ce moment-là, alors que finalement on est dans une, on dirait que des gens ont réussi à sortir un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui un narratif qui serait dicté par Games Workshop pour justement aller à la source et revenir un peu aux gens qui ont fait la superbe de l'entreprise. Et je trouve ça super cool. Alors après, voilà, il y a eu un livre, il y a eu un reportage, on l'a vu dans pas mal de chaînes YouTube, etc., qui sont basées à Nottingham, où on allait chez lui. Il a eu beaucoup d'expositions via Trench Crusade, via son propre jeu aussi, donc En Garde, qui était en Kickstarter encore au moment de son décès. Que Chris Pitch porte pas mal sur sa chaîne aussi. Ouais, puis et Louise aussi a peint, je crois, a fait une vidéo dessus sur une des figurines, et justement Blanche lui avait demandé de peindre complètement pas dans son style, pour montrer justement qu'il était possible de faire autre chose, et tout ça est porté aussi par Thomas Pirinen, qui est le créateur de Trench Crusade, co-créateur, pardon, et qui du coup a aidé Blanche à faire le game design de ce jeu. Donc on espère, je crois que c'est backé de manière assez soutenue, mais on espère que ça sera aussi une belle forme d'hommage de continuer à jouer avec les figues et l'imaginaire qu'il a développé. Et parenthèse, mais ça me rappelle aussi quand on parle de Blanchitsu, moi j'ai un souvenir assez récent pour aller jusqu'à la V2 de Age of Sigmar, donc V2 Nighthaunt versus Stormcast. Ouais. Il y avait un article, c'était plus White Dwarf, c'était Warhammer Vision, je crois encore à ce moment-là. Ah oui. Mais c'est justement c'était quand ils avaient séparé les deux. White Dwarf c'était un tout petit. C'était un tout petit et Vision était la partie plus modélisme. Et du coup, par contre, là, il y avait Blanchisou à chaque fois. Et du coup, dedans, le staff de GOE avait demandé à John Blanche en mode ouais, on vient de sortir les Nighthaunt, qu'est-ce que tu ferais avec les Nighthaunt? Et du coup, il avait peint des Nighthaunt en mode Blanchitsu, et c'était trop bizarre parce que c'est la première fois que les Nighthaunt étaient peints en mode c'est du tissu, du cuir, et pas des fantômes éthérés. Et je me souviens que ça m'avait hyper marqué parce que j'étais en mode ah ouais, en vrai tu peux en faire
peux en faire un truc, ouais. tu vois, genre, t'es pas obligé de respecter c'est des fantômes, alors on les peint en blanc. Ouais. Non, John Blanche, il était en mode, ils avaient, en gros, la partie supérieure, c'était genre du cuir, et la partie inférieure, c'était, il avait peint ça comme des haillons. Mais ce qui, en plus, je trouve, c'est une idée assez géniale. Et d'ailleurs, on voit rarement les armées comme ça, parce que souvent, c'est noir ou des couleurs spectrales un petit peu. Mais du coup, tout de suite, t'imagines ça flotter dans tu sais, t'imagines, t'as un bout de cuir qui flotte devant toi avec une épée, c'est trop flippant. Mais ouais, voilà, ça m'est revenu parce que je sais que ça m'avait marqué. J'étais en mode, ah ouais, donc même sur des figues récentes, entre guillemets, il continue à bosser dessus, tu vois. Ouais, clairement. Bon, on en reparlera, et justement, je voulais te proposer d'embrayer sur les œuvres qui nous ont marqué, et potentiellement, peut-être un peu, prendre le temps de s'arrêter sur celles qui nous ont marqué, pour quelles raisons aussi, et celles qu'on n'a peut-être pas connues, nous, parce que c'était avant notre temps, ou que ça nous intéressait pas, c'était sur d'autres jeux, etc., etc. Parce que, il faut le rappeler, mais John Blanche, il l'a depuis les débuts de Warhammer, puisque l'illustration de la première version de Warhammer Fantasy Battle, Warhammer Battle pour nos amis francophones, c'est déjà John Blanche avec un nain qui tape sur un bout de squelette, sur un fond blanc, pas du tout dans le style blanche qu'on connaîtra aujourd'hui, mais c'est vraiment, il casse la gueule à un squelette qui se fait arracher la mâchoire. C'est pas un nain, c'est Harry the Hammer. Ah, c'est Harry the Hammer, c'est pas un nain? Non, c'est un guerrier du chaos, du coup. Ah ouais, j'ai toujours pensé que c'était un nain, moi. Non, les proportions sont... Après, c'était encore très peu défini ce qu'était le chaos, machin et tout, mais non, c'est Harry the Hammer, du coup. Le chaos, c'est Realm of Chaos quelques années plus tard. C'est ça, parce qu'en fait, pour l'anniversaire de Warhammer Battle, Games avait sorti en Finecast une reproduction de cette illustration en figue, et elle s'appelait Harry the Hammer versus Skeleton. Et du coup... Ah ok, écoute, tu me l'apprends en direct, j'ai toujours pensé que c'était un nain. Oui, parce que les proportions sont écrasées, en fait, il a l'air tout petit. Mais c'est aussi, en tout cas, les premiers pas de John Blanche dans l'univers de Warhammer, il y a ce côté, les proportions ont un côté chelou, mais pas le même côté chelou qu'à partir de la V3 de 40 000. Si tu prends le nain de la V1 de Battle et les Blood Angel de la V2, il y a ce côté, ça épouse un peu, quasiment, je sais pas si c'est conscient, mais on dirait qu'il dessine des figurines. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. À l'époque, les injections... la proportion voilà, c'est ça. Hero Hammer. C'est ça. Et tu vois, les blisters en métal, en fait, ton Harry the Hammer, il ressemblait à ça, tu vois. Genre, il avait des grosses épaules, et puis il avait pas de cou, il était tout enfoncé dans son armure. Et effectivement, plus comment dirais-je, les technologies d'injection plastique et autres ont avancé, et plus... Peut-être ce serait intéressant, tu vois, je sais même pas si c'est accidentel, mais semblerait-il, plus on a avancé, plus le style de Blanche, tu vois, c'est densifié et est devenu vraiment unique. Et c'est rigolo que, parce que voilà, la V3, c'est aussi, par exemple, tous les kits, les ancêtres de tous les kits modernes, modulables, qu'on a pour Warhammer 40 000. Parce que par exemple, les Blood Angel de la V2, ils ont leur bolter, enfin c'est deux pièces, c'est le marine puis le bolter qui est collé contre le torse. Et puis les orques, c'est encore pire, c'est genre les Gretchen, c'est du quasi monopose. C'est du monopose. Et après pour la V3, c'est, tu vois, tout de suite, tu montais le bolter dans les bras du Space Marine, tu te souviens de ce calvaire. Mais voilà, ça permet. Et puis t'avais les squads tactiques avec le flammeur. Donc intéressant, un truc qu'on remarque un peu à la volée comme ça, mais effectivement, il est là depuis les débuts de Warhammer, donc en 1984. On parlait de la V2. Cette illustration de la V2, alors c'est assez rigolo parce que j'ai l'impression que tous les gens qui ont commencé en V2 la considèrent comme sacrée, mais je trouve que c'est une des illustrations haut-tech les plus surcotées de l'histoire de 40 000. Aussi, et j'en veux pour preuve que la V11 lui rend hommage, et l'illustration est toujours pas belle. C'est-à-dire que alors, elle a son côté unique. D'ailleurs, ce capitaine Blood Angel avec le poing levé et le bolter à une main a fait l'objet de nombreuses figurines ensuite de la part de Game Workshop. C'est des figurines exclusives Golden Demon, tout ça. Je me souviens que ça c'était assez chouette quand même. Ils le font toujours les figurines exclues, mais c'est vrai que du coup, elle est marquante parce que il y a quand même ce truc qui était pas trop présent de mémoire dans Rogue Trader, mais je peux me tromper. Tu sais, des bandes, des Hazard Stripes jaune et noir sur le bolter. Il y a de la couleur, donc effectivement, on revient sur un truc quand même. Si tu prends la comparaison, au final, l'illustration de Rogue Trader, qui est pas l'illustration du bouquin lui-même, si je dis pas de bêtises, mais je sais plus quelle est la couverture. Non, si c'est ça, c'est les Crimson Fist qui combattent. C'est beaucoup plus proche de la V3 que n'est la V2. C'est assez rigolo. En fait, tu sens que la V2 c'est vraiment la parenthèse années 80. Tu vois, par contre le côté glam metal tu le retrouves à fond. Complètement. Mais la période en fait années 80 est à part. En fait, tu sens que Rogue Trader c'était en mode on crée le truc, on crée notre univers, c'est sombre, c'est inspiré de Judge Dredd, etc. machin. V2
On est dans la tendance Goonies, Donjons et Dragons, tu sais, la recrudescence, voilà, des univers de fantasy, etc. Du coup, on met de la couleur, on rend le truc un petit peu plus goofy parce que les orques, etc. Tu vois. Et V3, années 90. Ça, ouais. On remet du grimdark. On est dans le grunge. C'est ça. Ouais. Et puis il y a eu la crise du pétrole, il y a eu la guerre au Moyen-Orient. Enfin, même la situation internationale en fait a joué pas mal. Et après V4, V5, etc. ont été le reflet de leurs époques. Mais du coup, je trouve que la V2 qui est sortie dans les années 80 a vraiment été ce truc très parenthèse en mode. Même John Blanche, il était en mode allez. Oui. Let's go. Ouais, bah après oui parce que c'est même c'est le début des années 90 même la V2 en fait. Mais peut-être encore dans une période où effectivement définir Warhammer 40 000, c'est un peu compliqué, c'est les premiers codex. Bah c'est ça. Notamment le codex Sœur de bataille, donc une des premières illustrations de John Blanche dans le style qu'on lui connaît aujourd'hui. Si on pense John Blanche, on pense peut-être à cette illustration la Sœur de bataille, mais encore une fois, il y a ce côté glam. Elle a les talons, il y a les proportions. Enfin, ça pourrait être la jaquette d'un album de glam, tu vois, genre ou d'autres choses d'ailleurs. Mais je trouve que cette illustration a été beaucoup citée. D'ailleurs, on remercie toutes celles et ceux qui nous ont mis leurs illustrations préférées sur le Discord parce que ça a vraiment nourri le conducteur de cet épisode. Mais effectivement, en V2, il y a le style John Blanche qui commence à prendre un petit peu racine. Et notamment, c'est rigolo parce que il fait l'illustration de ce qui est peut-être la faction gothique à ce moment-là par excellence. Tu vois, on lui donne pas la garde impériale, on lui donne les sœurs de bataille. Ouais, j'allais dire l'adaptation Auritas. Et du coup, c'est assez fou. Alors, pour moi, le gros magnum opus de John Blanche, c'est la V3, si on la prend comme un monolithe vraiment indivisible. Après, on peut la découper entre différentes facettes. Je crois qu'on a suffisamment parlé des Black Templars, mais on pourrait aussi citer l'espèce de triptyque du début du livre de règles où on voit le palais de Terra, l'empereur sur son trône, etc. C'est dans un autre style, donc plus c'est de la peinture aussi, il me semble, mais c'est plus monochromique. On a vraiment ce côté moins détaillé aussi, c'est plus nerveux, c'est flou en fait. Ouais, puis on les avait en noir et blanc aussi à l'époque. Faut pas oublier que dans le livre de règles, elles étaient en noir et blanc. Je crois qu'elles ont toujours, elles existent en couleur maintenant. Elles sont reprises dans les. Mais je veux dire, à l'époque, en fait, vous aviez la belle illustration des Templars en couleur et après vous feuilletez le bouquin de règles. Tout était en noir et blanc. Tout était en noir et blanc. Du coup, t'avais aussi ce truc de beaucoup d'artistes hyper cultes de l'époque se mélanger sur les illustrations. Oui. Nous, on les connaissait pas tous à l'époque, loin de là. Mais du coup, celle de Blanche était quand même tu voyais que c'était différent d'un Wayne England, d'un Mark Gibbons ou autre, tu vois, parce que t'avais vraiment ce truc très t'avais il faisait tu voyais le palais de Terra au loin. Après, t'avais deuxième illustration la salle du trône avec toutes les bannières là les qui sont avec un couloir qui emmène vers le trône, et après t'avais l'empereur sur son trône en mode dézoom quoi, enfin ou zoom. Oui, c'est ça plutôt. Zoom, tu rentres à l'intérieur du truc et encore une fois tu fais face à l'horreur, au cauchemar. Intéressant parce qu'en plus on sait que cette représentation de l'empereur elle a un petit peu changé au fur et à mesure des années, un peu comme le texte a changé. Là dans le trailer que tu citais tout à l'heure, c'est marrant, on voit aussi l'empereur avoir différentes apparences qui semblent être un hommage un petit peu à ça, et aussi une manière de réitérer qu'au final l'empereur c'est presque plus une sorte de concept qui fait tourner l'impérium que vraiment le leader de cet impérium quoi. Et je trouve ça assez fascinant et important de le rappeler. Et du coup, c'est vrai que on se prend une énorme teutard à l'époque quoi. Enfin, tu prends le truc de la V2, t'ouvres, et effectivement il y a le côté noir et blanc. Moi, je me souviens presque de l'angoisse à tourner les pages, et en même temps la fascination un peu folle que tu peux avoir sur ces trucs là. Il y avait aussi c'est pas Blanche, mais il y avait aussi cette illustration du porteur de bannière Black Templar qui a été refaite justement en conversion par Maxime. Et ça c'est qui, putain, j'ai perdu le nom, je sais plus qui c'est. Dave Gallagher. C'est peut-être Gallagher, ouais. Il me semble que c'est Dave Gallagher. Ou alors, ça ressemble en tout cas dans ma tête. J'associe beaucoup. Ouais, non, mais du coup, là aussi, on parle sous votre contrôle. Mais disons qu'en fait, on voyait que Blanche donnait le ton vers d'autres trucs, tu vois. Il y avait et comme tu le disais, après, il y avait aussi ce mélange on retrouvait des illustrations V2 passées en noir et blanc parce qu'à l'époque, au-delà de la couleur, tous les codex étaient fous noir et blanc. Oui, c'est vrai. Même les taux, même tout la seule couleur, c'était les photos de filles. Ouais. Mais tout le reste était noir et blanc. Et du coup, ça donnait un côté un peu angoissant aussi à l'ensemble. Mais c'est vrai que la V3, c'est juste complètement fou là-dedans. C'est aussi en parallèle, l'illustration qui, moi, je mettrais ma deuxième préférée derrière les Black Templars. Si on devait faire un top, c'est Battlefield Gothic. Ouais. L'illustration est juste
complètement folle dingue. Très bon fond d'écran que j'ai eu pendant des années, parce que autant les Black Templars ne font pas un bon fond d'écran parce que le fond jaune c'est pas terrible, mais le fond noir de l'espace, la représentation même de ce qu'est un navire de guerre de la flotte impériale, on voit aussi au loin les navires du chaos. On voit le warp qui se déforme. Oui, c'est ça. Enfin, il y a vraiment, et puis ouais, il y a une logique de l'espace qui est souvent sur des tons assez neutres, froids, gris, blanc, bleu, alors que là on est sur du marron, la proue qui est rouge du navire, les navires du chaos qui sont rouges eux-mêmes, tu vois. Je trouve ça vraiment super cool. Cette illustration elle est complètement zinzin. Ensuite c'est Inquisitor, pareil pour lequel John Blanche va officier. Donc enfin c'est vraiment, je pense, la V3 au-delà de ce qu'est le jeu à ce moment-là, c'est juste le moment où Warhammer 40 000 trouve, je pense, sa forme définitive, en dehors, à exception faite, on va dire, du côté game design moderne qui arrive plutôt en V8, mais sinon tout est là, et tout est là parce que John Blanche, ça y est, il a trouvé qui il est, quoi, finalement. Enfin, c'est indissociable, le succès de 40 000 à ce moment-là, du style Blanche qui est devenu ce pourquoi on le connaît aujourd'hui. Bah ouais, carrément. Et je crois qu'en parallèle de la V3 de 40K, on doit être en V4 ou V5 Battle. Ouais. Et pareil, sur Battle, il a aussi trouvé son rythme de croisière, je trouve, parce que c'est la période Lustri, etc. Et notamment sur les Hommes Lézards. Il reprend des planches qu'il avait déjà fait pour des livres d'armée battle, mais du coup il fait aussi plein d'illustrations pour par exemple les Amazones de Lustri et pour le White Dwarf. En fait à l'époque donc il y avait des trucs qui se passaient dans White Dwarf. Dans White Dwarf, voilà. Alors pour ceux qui savent pas, Lustri l'époque c'était en gros, c'était pas une campagne ni rien, c'est juste une nouvelle portion du monde de Warhammer Battle qui était la Lustri, donc la jungle dans laquelle vivaient notamment les Hommes Lézards. Inspiration Amérique latine, Conquistador, etc. Et du coup John Blanche pondait énormément d'artwork qui était publié dans White Dwarf notamment, et j'imagine sûrement dans les livres d'armée de l'époque que je n'ai pas pu feuilleter parce que j'étais pas dans Battle à l'époque. 40 000, voilà. Mais je me souviens par contre des articles White Dwarf, notamment les Amazones, les mercenaires de Lustri. Les mercenaires c'est un gros truc aussi, Et il y avait beaucoup d'illustrations de Blanche qui représentaient, et notamment je sais qu'ils avaient fait des kits métal des Amazones de Lustri, et il y avait une illustration de Blanche qui était incroyable avec une reine des Amazones et tout. Pas du tout ça. Et c'était dans un dwarf que j'avais. C'est vrai que je pense que c'était l'âge d'or d'une certaine manière ces années-là, et puis je pense que c'est aussi là où se multiplie, c'est là où arrivent les Smiths et autres. Donc je me demande si ça correspond pas aussi à sa prise de poste en tant que directeur artistique. C'était peut-être un peu plus tardif, je pense, mais en tout cas il y a une vraie effervescence à ce moment-là. Et tu parlais des planches, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est une autre facette du travail de Blanche qu'on connaît peut-être moins, ce côté grande planche, un peu comme si vous preniez une énorme feuille A3 et il allait commencer à gribouiller. Donc c'est Maxou de Rural Hammer qui a partagé un truc que je connaissais pas du tout. Celui des Hommes Lézards. Les Hommes Lézards dont tu parlais. Mais celui par contre que je connais et qui m'a toujours fasciné, c'est la représentation des 9 légions hérétiques. Des Marines du Chaos, ouais, bien sûr. Qu'on ne connaissait pas finalement avant ça, et qui du coup je pense c'est un truc qui date du codex V2 si je dis pas de bêtises, et qui est vraiment fait comme une double page. Vous avez vraiment le texte écrit à la main. Ouais, c'est en mode concept, c'est des concept art, quoi. C'est des concepts, c'est quelque part entre le concept art et déjà du lore, et il y a aussi des intentions presque de modélisme au sens où il va te dire, ok, alors l'armure des Night Lords, tu vois, il y a des bouts de peau. Ouais, l'Alpha Légion, genre, je me souviens d'une citation, c'est genre, scales on the bolter, tu vois, en mode vraiment, oui, il y a des écailles sur le bolter parce que c'est l'Alpha Légion, tu vois. Et du coup, je trouve ça, et encore une fois, il y a un rapport à la texture, presque à la peau des créatures, tu vois, qui est hyper marqué. Les mecs de la Black Légion, ils ont du léopard sur eux. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment ce truc-là. Et les Empereurs Children, ils ont, je crois, du zèbre. Ouais, des trucs les plus fantasques, en fait. Mais oui, complètement. Qui est repris, d'ailleurs, ensuite, un peu, même encore aujourd'hui, dans la peinture heavy metal, ils ont des tabards un peu en mode zèbre, quoi. Et il avait fait ça aussi pour les démons du chaos, alors, ça s'appelait, c'était pas encore une faction comme aujourd'hui, mais c'était vraiment en mode minor demon, major demon, puisqu'à l'époque c'était démon majeur, démon mineur. C'est peut-être bien lui qui a même designé la tronche du buveur de sang et des trucs comme ça. Ouais, ou des porte-pestes. Moi, j'ai en tête ces illustrations sur les porte-pestes. Alors, c'était en figurine, c'était les vieux porte-pestes métal, mais ça, c'était exactement ça, quoi. Son Nurgle s'accommode terriblement bien. Oui, il a fait un Mortarion qui est zinzin, etc. Mais c'est rigolo parce que, effectivement, il y a un côté à la fois Nurgle dans le côté difforme, ce qu'on retrouve beaucoup dans les illustrations de Blanche, et il y a aussi le côté baroque, over the top, palette de couleurs aussi, plus Slaanesh, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que du coup Slaanesh par exemple c'est moins sa patte de couleur, et souvent quand il fait du Slaanesh c'était des grosses traits descendus qui virent presque au marron. Ouais, en fait, j'allais dire, j'ai en tête son illustration d'une démonette. Donc qui était celle
comment il s'appelait, Juan Diaz en figurine, ouais. donc très sensuel avec des boobs, etc. Et je me souviens du concept de John Blanche à l'époque où c'était la démonette, c'était plus proche de celle qu'on a aujourd'hui en figue en mode terrifiante, oui. avec des petites pinces de crabe, que celle de Juan Diaz qui était en mode sexy, quoi. Oui. Effectivement. Et pour les plus jeunes d'entre nous, Juan Diaz est un sculpteur de légende des années 90, début des années 2000 de chez Games. Et on lui doit aussi le champion de l'empereur avec l'épée à deux mains, que vous pouvez consulter sur les internets. On parlait de concept. Effectivement, moi je voulais qu'on en parle de plus en détail parce que là aussi c'est une facette moins connue de l'art de John Blanche, qui était du coup finalement aussi un employé au-delà du côté artiste au service de Games. On lui doit énormément de choses. Alors des fois des trucs qui se sont révélés énormes par la suite. Par exemple, c'est lui qui a dessiné les premières interprétations des Primark, qui ont ensuite servi de base aux figues de Forge World et qui ont ensuite, on le connaît, donné lieu à l'avalanche de produits dérivés / même le fait qu'on ait des Primark à Warhammer 40 000. C'est vrai qu'à l'origine, il les a tous ou presque tous dessinés, si je dis pas de bêtises, et plutôt dans cette dynamique du début des années 2000, du jeu de cartes au Cérésie. En mode tarot un peu. Exactement. Quoi. Et il y a aussi le tarot impérial qu'il a dessiné. Enfin, je veux dire, il y a complètement des trucs de zinzin. Mais donc, si on reste sur le concept, les Primark, mais aussi les premières apparences des Necrons. En mode moins terminatoresque, un peu plus robot clunky de SF, mais déjà vraiment ces gueules pas possibles, c'est vraiment ces masques mortuaires chelous. Les taux aussi qui sont quand même dans les proportions assez proches en fait de ce que Blanche avait dessiné, même si les couleurs c'est pas du tout le cas. Non, encore que on pourrait se dire que le fait que les taux soient d'abord arrivés avec des couleurs ocre plutôt que du blanc, tu vois, c'était peut-être plus une sorte d'hommage déguisé au style de Blanche. Lui, son style, c'était plus ce qui serait Farsight aujourd'hui, quoi. Ouais. En mode, ils étaient ocre, rouge sombre, et notamment, il a des concepts d'éthéré et de stealth, où en fait, c'est vraiment... je me suis toujours demandé, est-ce que c'est des stealth ou est-ce que c'est ta vision du guerrier de feu, quoi. Je pense que pour moi, parce que en termes de figue, en tout cas, c'est ce qui se rapproche le plus, c'était les stealth V3 métal. Hein, mais oui, parce que qui ont des proportions, on voit presque pas qu'ils sont dans une armure. C'est ça. C'est des armures un petit peu renforcées. C'est pas les stealth que vous voyez aujourd'hui. Ce qui est cool, c'est qu'il y a le côté, je sais plus s'ils ont pas mal de peau nue. Ils ont vraiment les marquages tribaux. Il y a un côté plus qui est on débloque des facettes dans des facettes, mais il y a tout un art de John Blanche qui est consacré à ce terme très valise, très générique aussi, de techno-barbare, qui existe à travers Warhammer 40 000, l'humanité pré-impérium, des mondes reculés, ou même des mondes sous l'impérium, mais où du coup, en fait, on a un mélange de technologie qui est hérité d'autres planètes, mais on reste sur des trucs vraiment tribaux, etc. C'est très Mad Max / Waterworld. Ouais, et ça j'adore, et ça franchement, cette époque-là, et ces visuels, à chaque fois je trouve ça trop bien, même les Thunder Warriors, c'est aussi lui qui les a dessinés, donc les ancêtres des Space Marines. Et donc effectivement ces taux là cette illustration du guerrier / stealth guerrier de feu taux, il a vraiment un côté techno barbare extraterrestre, quoi, tu vois, genre il a le canon sous le bras, il a une lame, il me semble qu'il a un couteau, il a un couteau rituel avec plein de trucs qui sont accrochés, il a la natte et il a effectivement on dirait des marquages. Bon après c'est dans son travail de concept est beaucoup plus nerveux, presque un peu nébuleux, j'ai l'impression du crayon, puis après il va balancer des jus là, presque un peu en mode aquarelle, et puis il y a par-dessus il peut avoir de la peinture, des fois c'est presque un peu, on a l'impression que c'est texturé, c'est assez saisissant, vraiment là où par exemple Jess Godwin, il y a vraiment ce talent incroyable où en 2D t'as l'impression de déjà voir une figue, Blanche c'est pas du tout ça, je pense qu'on est plutôt dans l'idée de vers quoi on va, et ça donne un peu le ton de la vision, quoi. Et c'est vrai que c'est rigolo qu'au final les Taux et les Necrons d'ailleurs aussi sont parmi les deux factions qui sont finalement progressivement éloignées de la vision d'origine, alors que un des autres concepts qu'il a fait, c'est les Stormcast. Et c'est vrai que les Stormcast, au contraire, j'ai un peu l'impression que du coup les premières avaient ces proportions cheloues très typiques de Blanche, mais les plus récentes, en ce grim darkisant, reviennent finalement au style de Blanche avec des proportions peut-être plus logiques, plus modernes, etc. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment tout ça évolue, quoi. En fait, c'est drôle de se dire que AOS, on a fait plusieurs épisodes dessus, hein, mais le style d'AOS c'est pas mal cherché, et qu'effectivement les premiers Stormcast s'éloignent pas mal des concepts de Blanche. Et que paradoxalement, maintenant en devenant plus fin, plus réaliste, etc.,
et ben il se rapproche plus de ce que fait Blanche, alors qu'à l'époque ils étaient plus en mode un peu goofy, Ouais. et qui était pas du tout. Après, on sait aujourd'hui que ça a un peu été fait dans la précipitation. La V1 d'Age of Sigmar, ça peut expliquer beaucoup de choses, mais c'est intéressant de savoir qu'effectivement, il a participé à pas mal de créations de persos de Age of Sigmar. Je crois que j'ai vu passer, tu vois, Olinder, Oui. Des choses comme ça. Enfin, Bah les Nighthawk, sur beaucoup ouais. de concepts, il a bossé sur beaucoup de concepts. Il a beaucoup de la faction de la mort de manière générale. Il y a des esquisses de Nagash aussi. Il a fait pas mal de trucs à l'époque pour End Times, mais que Games a plutôt réutilisé après pour Age of Sigmar, en mode on va pas griller toutes les cartouches, tu vois, genre Ouais. on va les garder et on va développer des concepts. Pour je sais le livre d'armée Contre Vampire que toi tu Oui. as là, il y a aussi des planches des inspi de Blanche dessus, Ouais. pour faire Oui, des oui. seigneurs vampires qui deviendront les Soulblight aujourd'hui. Ouais, Tu vois. complètement. Oui, j'allais y venir effectivement, toujours sur fond. Alors, il travaille souvent sur je sais pas si des feuilles de canson ou quoi, mais toujours sous un espèce de fond jaune ou ocre. Mhm. Et du coup, on voit les taches qui font ressortir vachement les taches de marron, de rouge. Et du coup, souvent, elles sont utilisées comme la belle époque, hein, mais l'illustration pour une figue, c'est juste ça, quoi. Ouais. T'as même pas la figue, c'est juste... et effectivement, il y a aussi les vampires à cheval, donc non, vraiment, c'est super. Et effectivement, j'ai redécouvert que j'avais ce bouquin, livre d'armée contre vampire que j'avais chopé dans une brocante, et ouais, je sais pas, je vibe. C'est rigolo parce que c'était avant le décès de Jeune Blanche que j'ai rouvert ce bouquin, mais ça lui a donné une autre perspective et une sorte de résonance que de l'ouvrir à ce moment-là. Mais effectivement, énormément de choses. Après, il y a même Mortarion. Tu avais trouvé une illustration aussi de la Death Guard. De Plague Marine de Ouais. 2018. Ouais, donc on sait qu'il était là. Du coup, finalement, on a le côté Jess Godwin. On a un peu deux écoles, quoi, dans le primarisme, dans les formes, et puis aussi dans une espèce de respect un peu très religieux presque des traditions. Par exemple, les nouveaux Eldar sont super, mais c'est fondamentalement les anciens Eldar Oui, reproportionnés parce que le design de Jess Godwin est tellement fort que tu vas pas aller le travailler. Chez Blanc, j'ai l'impression qu'il y a un truc plus vivant, plus tu vois, qui du coup quand il te dit ok, vous allez faire la Death Guard, j'avais fait une illustration dans ces fameuses planches, bah je vous refais ce serait quoi un peu l'Alpha Plague Marine, et quand tu le regardes, il a ce truc des tuyaux tout part, Des tentacules, du les bolter cornes de différentes rouillé, tailles, ouais. etc. Et du coup, Maxime Pastourel, qui est la personne sculpteur français, Ouais. qui a sculpté La Death quasiment Guard, ouais. toute la Death Guard plus les Nurgle AOS récents. Ça se voit qu'il était fan de John Blanche, Ouais. et que il a vu l'illustration du Plague Marine. Il a aussi remis son inspiration des Plague Bone, qui était Ouais. son Son armée armée à lui, convertie. Voilà, il a mixé un peu les deux. Il a fait ok, la Death Guard, c'est ça. Oui. C'est vraiment genre l'inspi de Blanche sur notamment le schéma de couleur officiel aussi, qui est très du coup vers passé, voilà, genre avant la Death Guard, pour vous donner ceux qui n'ont pas forcément connu, mais enfin avant ça ne s'appelait d'ailleurs pas la Death Guard mais les Marines de la Peste. Et ben, les Marines de la Peste en V3 V4, c'était l'espèce de un mix de couleurs. D'ailleurs, c'était fait que à partir de mélanges, c'était pas une couleur, et c'était des mélanges de teintes de chair avec du vert, avec du gris, avec du marron, et puis des bordures métalliques, voilà. très beau. C'était pas ouf, ouais. et c'était très fouillis parce que c'était sculpture métal, etc. Et c'est vraiment la Death Guard actuelle qui a entériné ce truc de maintenant. La Death Guard, c'est une armure verte cacadois, avec des trims bronze, et des éléments organiques, tentacules, bout de peau, etc. Voilà. Et tu vois d'ailleurs que dans cette illustration du Plague Marine que tu avais posté, je crois que c'est sa hache, je crois qu'il a une hache, et elle existe, enfin je veux dire, c'est un bit du kit Plague Marine actuel, et c'est ça aussi quand même ce qui est assez saisissant, c'est que autant je fais le parallèle avec Jess Godwin, qui est un autre concept artiste et sculpteur de légende. On n'attendrait peut-être pas son décès pour lui consacrer un épisode, mais surtout je crois qu'il est parti à la retraite récemment. Mais du coup, typiquement, lui, il y a vraiment un lien hyper évident quand tu vois ses planches de concept avec les figues. C'est limite quasiment du 1 pour 1. Chez Blanche, c'est un peu différent, mais c'est super intéressant de noter que des fois, quand tu vois des concepts, bah ils ont repris un truc précis. Et même chez les primars, par exemple, l'espèce... Alors moi, je pensais à Fulgrim. Ah oui, bah pareil. L'espèce d'aile qu'il a sur le truc. Toutes les représentations de Fulgrim l'ont, tu vois, peu importe la figue, si c'est des élus des romans ou pas, tu vois, toutes les représentations jusqu'à la figue 40 000 récentes,
ont ce truc de l'aile d'aigle qui est posée sur son épaule droite ou gauche, peu importe. Mais du coup, ça c'est un truc qui était hyper fort dans sa vision à lui. Il y a toujours comme ça chez les Primark un élément bien précis. Il y avait le masque à gaz de Mortarion. Enfin bon, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu ce qu'il a repris. D'ailleurs, le backpack à cheminée vient de Mortarion. Donc plutôt au début des années 2010, fin des années 2010, on a la Death Guard. On voit que sur son Plague-Marine, il reprend ce truc-là. Il y a vraiment un lien très fort en fait sur des petits détails à Blanche que peut-être on peut finalement parfois louper au premier abord quoi. Bah et sur par exemple les illustrations des Custodes qu'il a pu faire ou des Sœurs du Silence, autant la première vibe des Custodes plastiques ressemble pas trop à ces concepts, autant là la nouvelle qui est sortie pour Horus Heresy, c'est quasiment les figues adaptées des concepts de Blanche en fait. Je pense que même si paradoxalement on a beaucoup parlé des Black Templars qui à mon avis sont un bon candidat, mais je pense qu'il y a les Space Marines ne sont peut-être pas le meilleur candidat pour l'art de Blanche. Ouais. En fait, fondamentalement, souvent les illustrations qui sont marquantes, c'est les trucs à côté, soit des trucs vraiment qui ont peu d'importance, comme des Pékins moyens de l'Imperium, ou alors des trucs qui ont beaucoup d'importance, comme par exemple le Custodes. Mais je veux dire, il y a rien de plus Blanche, je dirais qu'un mec qui est en armure dorée, donc jaune, oui. avec du rouge, du marron, et avec de la fourrure, et un plumeau, voilà. Et avec effectivement aussi, c'est toujours ces petites références historiques qui va caler ça et là, en se disant, allez, je vais mettre un peu de ci, je vais mettre un peu de ça. Le plus bel exemple, ça reste les Vostroyens pour moi. Oui, clairement. Donc, oui, parce que les concepts des Vostroyens de Blanche... Laisse tomber. En fait, déjà à l'époque, c'est complètement fou de voir arriver un nouveau régiment, Medusa 5, 2005, toi-même tu connais, voilà. C'est la folie. C'est le pic. Et on se dit, ok, c'est le retour à un nouveau régiment, il est designé directement par John Blanche, et tu vois les concepts alors, j'ai encore les White Dwarfs, et tu pètes ton crâne, parce que t'es en mode, littéralement, ils ont repris la forme des fusils, les chapkas, les masques à gaz, ouais, et même jusqu'aux couleurs, c'est pic John Blanche. Alors, moi, je les ai mis avec un peu de bleu pour les accorder avec ma garde impériale, mais c'est vraiment pour moi, s'il fallait encore prouver que c'est le meilleur régiment de la garde impériale, comment dirais-je, la connexion avec John Blanche enterre définitivement la compétition. Mais vraiment, il y a un truc de ouf et là aussi dans l'avalanche de détails. Le moindre gars sapé comme un cosaque, le fusil ultra ornementé, ils ont de la cotte de maille par-dessus, en dessous de leur armure, par-dessus leur long manteau, ils ont des grandes bottes. On n'est pas du tout dans un truc, on est dans un truc militaire, mais pas du tout des mêmes époques. On est plus sur un espèce de truc un peu histo. On sent peut-être le gars qui a, poncé des illustrations dans des musées ou des choses comme ça. C'est pas les Cadiens modernes que j'adore, qui sont basés par exemple sur les para-américains, où on se dit il y a un imaginaire, mais c'est pas du tout la même richesse. Et je trouve que les illustrations de Blanche sur les Ostroyens sont juste incroyables, et il y a des figues qui les reprennent telles quelles, notamment le porte-étendard, où il y a des cicatrices, où ensuite a posteriori c'est expliqué dans le lore, en fait ils font des espèces de duels pour savoir qui a le droit de porter la bannière, donc c'est pour ça qu'ils ont des cicatrices sur le torse et qu'ils les exhibent, etc. Enfin c'est une folie. T'as le sniper aussi avec le masque où tu comprends même pas ce que c'est son masque, mais ça c'est très Blanche aussi, tu sais. Et d'ailleurs, je trouve les figues et les concepts du Sultanat de Fer de Trench Crusade font vachement écho en fait ça y ressemble beaucoup. Au concept des Vostroyens de Blanche en fait. Ouais. Est-ce que t'avais un choix d'illustration qu'on n'aurait pas cité mais que toi t'as marqué? Qu'on n'a pas cité, c'est dur. Mais si tu dois en garder alors parmi celles qu'on a citées. Je pense le Death Guard, enfin le Plague Marine de 2018 qui est vraiment, en plus sans le savoir, mon schéma de couleur Death Guard du coup est assez proche du. Oui, c'est vrai, oui. Parce que je peins ma Death Guard en jaune et en bronze. Très sombre pour le coup, donc c'est très proche en fait de celui de Blanche, et je pense en fait sinon son Mortarion qui est vraiment la vision que je me fais de Mortarion, et du coup c'est pour ça que j'adore le Mortarion de 40K, je trouve que c'est le plus beau des Primarques démons, etc., hein. Mais pour moi il aurait presque valu un Mortarion entre sa version Horus Heresy et la version qu'on a aujourd'hui à 40 000. Je capte. Et tu vois, genre, en mode, il a déjà commencé à faire sa transition Prince Démon. Peut-être pour une nouvelle figue Horus Heresy, complètement, puisqu'ils refont les Primarques transcendés, là, en Horus Heresy. On n'est pas à l'abri d'un Mortarion qui soit plus proche de ça. Ouais. Donc je pense, voilà. Et après, c'est plutôt des petits détails dans les grandes illustrations, tu vois, dans les Templars. C'est un Templar particulièrement
particulièrement, genre le mec habillé, alors pas le Marshal en blanc, mais un autre gars en blanc qui a un lance-flamme dans une main et une griffe énergétique dans l'autre, qui est enfin celui-là il est trop bien. Dans l'illustration des Sista, c'est le prêtre avec un éviscérator qui est en mode genre tu vois, c'est des trucs trop bien quoi. Oui, c'est les petits détails qui se cachent dans son tableau, et parmi ce côté narratif, il y a aussi effectivement aller fouiner, trouver les petits détails, et c'est toujours super saisissant quand et même tu les oublies en fait, parce que tu vois l'élu un peu partout, puis en fait c'est quand tu reposes tes yeux dessus plus en détail que tu peux choper ce genre de petits clins d'œil que moi j'aime beaucoup. Deux choix perso moi qu'on n'aurait pas cité. Il y en a une première, c'est sur un fond jaune, une illustration d'un légionnaire de la Black Legion qui là pour le coup est revendiqué une de mes inspirations pour mon armée. Alors ça se voit pas vraiment parce que j'ai pas beaucoup utilisé de jaune paradoxalement, mais au départ c'était un petit peu le plan. Mais je trouvais que il est super, il y a une espèce de chauve-souris mais oui, couleur oui, chair je l'ai. chelou il tend un pistolet à plasma, il a une grosse épée un peu noire, et ouais j'aimais bien aussi cette idée. Bah en fait il y avait vraiment ce côté monochromique jaune et noir, parce que bah il y a du jaune en fond, il y a les dorés sur les épaulettes, l'épée elle est noire elle-même, et puis ça m'avait donné aussi l'idée avec la chauve-souris un peu couleur chair, etc. Je sais même pas aussi s'il a pas les tuyaux peints couleur chair sur l'armure. Enfin, il y a vraiment un truc un peu en décalage que j'avais trouvé vachement cool dans cet aspect palette limitée que j'ai un peu gardé du coup avec mon armée. Surtout en fait au début où j'avais pas vraiment envie d'éclaircir tant que ça les armures. Aujourd'hui, je vois que ça les fait quand même un peu plus ressortir sur la table, donc j'ai tendance à faire un peu moins blanche, un peu plus classique. Oui. Mais ça a été une grosse inspiration. Et sinon, un des trucs qui m'a le plus marqué, mais je sais pas où je l'ai vu parce que je sais pas dans quel bouquin elle est. Je sais même pas comment elle s'appelle d'ailleurs cette illustration. Et une illustration de deux Pékins moyens de l'Imperium, l'un dans ce qui se ressemble à être une sorte de décharge à ciel ouvert. En tout cas, c'est un fond vert avec plein de saloperies qui traînent par terre, des bouts de métaux, de la merdouille, quoi. Et en fait, il y a un espèce de gars qu'on pourrait croire être un prêtre de Mars parce qu'il est en robe rouge. Il a un tuyau qui lui sort de la gueule. Il a un seul œil, une sorte de petite fente jaune, et il tient ses mains, on voit pas ses mains, mais ses deux grandes manches, tu sais, bouffantes, comme s'il était en train de prier. Et à côté de lui, il y a un mec qui, lui, est dans une espèce de robe jaune, tout bouffi, dégueulasse, avec un œil cybernétique, et qui a un espèce de sourire, un peu comme une sorte de marchand un peu véreux. Elle me dit quelque chose, mais alors, où est-ce qu'elle est? C'est peut-être du Inquisitor, ou je sais pas. Je pense que on a dû la voir dans un White Dwarf. Ouais, possible. Mais du coup, en tout cas, moi, ça m'avait beaucoup marqué sur ce côté. Ah, mais c'est ça, le citoyen moyen de l'Imperium, tu vois, tu traites avec ces mecs-là. Et j'aimais beaucoup ces trucs-là. C'est que plus tard, en lisant notamment White Dwarf, et ça a cliqué quand il a parlé de Dickens, et je me suis dit, ah, mais donc c'est ça, cette fascination pour un peu, justement, les mecs anonymes dans le fond, et les replacer dans un cadre beaucoup plus héroïsant, presque un peu propagandiste, tu vois, de l'Imperium, où tu pourrais te dire, bah, en fait, l'illustration des Black Templars, elle pourrait presque exister, tu sais, Universe, de manière diégétique, en mode regardez les anges de la mort, et tu vois ça dans une église, et c'est pas déconnant, tu vois. Mais du coup, il y a ce côté un peu comme les commémorateurs de l'hérésie de Russe, tu vois, genre on remet quand même l'humain au centre du débat en le dessinant entre deux Space Marines, un mec qui va oindre un bolter, je sais pas, aiguiser une épée, et moi je trouve que c'est ça qui me parle peut-être le plus chez Blanche. Après, effectivement, le côté spectaculaire des Black Templars ou même de Battlefield Gothic est forcément aussi hyper parlant et hyper marquant, quoi. Ouais. Donc, il y a de quoi se mettre sous la dent. Est-ce que tu as un dernier mot pour finir, ou est-ce que on s'arrête là pour notre petit hommage qui dure déjà quand même depuis une heure, ce qui est quand même plutôt pas mal? Bah, un dernier mot, c'est déjà qu'il repose en paix. Bah oui, bien sûr. Et j'espère puis que son âme ne sera pas dévorée par les dieux. Après, c'est un peu lui qui les a créés. C'est ça, donc je pense qu'il y a peut-être il y a un moyen de se faire une teuf là-haut, plutôt pas mal. Et j'espère que Game Workshop ne trahira pas sa mémoire d'une manière ou d'une autre, parce que Game Workshop, plus ça va, plus on sent que les anciens couteaux entre guillemets sont plus forcément aux commandes, et ça se ressent dans la manière dont ils gèrent leur com, etc. Et du coup, bah voilà, là pour l'instant il y a pas de problème, ils lui ont même fait un petit hommage vite fait, etc. Mais dans le futur, en tout cas, puisque malheureusement le temps est inexorable et on risque de perdre d'autres grands noms du hobby dans le futur. Ouais. J'espère que Game Workshop ne trahira pas leur mémoire en faisant des actions marketing pas cool. Ouais. Non, mais typiquement, enfin, je veux dire, ils ont du mal à mettre en avant les noms.
Ouais. Quand des noms comme Blanche sont partis à la retraite, Jess Godwin maintenant, etc. Pourquoi, enfin, je préférais qu'on n'attende pas que ces gens-là disparaissent, comme tu le disais, pour leur rendre hommage. En fait, de la part d'une entreprise qui a fait des millions sur leur dos et qui continuera de faire des millions après leur disparition, ça me paraîtrait être sympa de dire on ouvre au Warhammer World une galerie où il y a du Blanche, où il y a du Godwin, où il y a les artistes et même en faire un bouquin peut-être, tu vois, enfin ouais. je veux dire une salle à leur nom dans le ouais Warhammer voilà World, ça coûterait littéralement ouais, rien, tu c'est vois, pas enfin grand chose, mais tu vois, je veux dire même un bouquin pour pouvoir retrouver toutes les illustrations de Blanche, je veux dire c'est des trucs là qu'ils ont fait à droite à gauche pour Godwin, pour et en fait c'est toujours des trucs qui sont vendus à prix d'or. Rendez accessible le travail des gens qui vous ont emmené là où vous êtes, enfin et en plus vous ferez du bénéf bah oui de ce oui, truc, donc c'est ouais, gagnant gagnant quoi. si je veux être cynique, effectivement, voilà, c'est tout à fait gagnant. Et je pense que ça, c'est sympa de voir les illustrations de Blanche sur Internet et de les partager et tout, mais les posséder chez soi avec un espèce de ce qui serait un catalogue d'exposition ou que sais-je, ou un truc d'analyse ou des hommages, enfin, ce serait quand même super important. On sait qu'ils ont une capacité à fédérer les gens. Ils ont aussi sans doute en leur possession de nombreux originaux. Donc il me semblerait que ce serait assez logique. J'avais partagé sur le Discord aussi des podcasts qui sont maintenant plus répertoriés sur YouTube, mais qui sont encore là si vous avez le lien, qui sont les podcasts Voxcast et Stormcast, des podcasts officiels de Games Workshop. Et il y en a deux Ils avec les ont John Blanche. dérépertoriés. Ouais, ils sont non Putain, répertoriés. mais j'en peux plus. Mais parce que je tellement. pense, littéralement, quand moi j'ai fait mon bouquin, je me suis appuyé dessus, c'est là que j'ai vu que c'était non répertorié, et heureusement je les avais mis de côté en favori, Ouais, donc ouais. donc j'avais pu les récupérer. Mais en fait, je pense qu'il y avait trop de secrets de fabrication, et ils sont dans une telle paranoïa de qui est avérée, parce que Pitchy en a parlé, Louise en a parlé, d'autres gens en ont parlé. On parle aussi avec des gens qui travaillent chez Games Workshop qui nous ont dit que c'était une vraie crainte. C'est notamment pour ça qu'à un moment on était passé sur seulement des mains et Ouais. puis des humains, sur l'idée qu'on puisse s'approprier leur travail. Ce qui est quand même ironique parce que eux sont appropriés le travail de John Blanche et d'autres, hein, tu vois. Donc bon, et donc du coup il y avait, enfin c'est complètement fou, et je pense que effectivement t'avais, je sais pas, dans un podcast avec Godwin qui disait ouais on avait pensé pour les motos peut-être faire des motocross Phobos, puis au final on a fait le concept, ça marchait pas trop, et tu vois, enfin tu vois, je pense le Games Workshop d'aujourd'hui se dit ah non mais on peut pas dire ça et pas le faire, donc on va dérépertorier le truc. Pareil, on peut pas dire, enfin voilà, un mec peut pas dire l'Imperium est fasciste, un mec peut pas citer une influence d'un autre artiste. Ils sont vraiment dans cette espèce de verrouillage qui est contrôle assez, de l'IP, qui est assez délirant, parce que en fait, mais c'est vraiment l'âge de l'IP que je connais très bien pour travailler avec des ayants droit assez régulièrement, mais c'est vraiment, ils sont persuadés que l'IP est cette espèce de truc qui est né ex nihilo, qui n'a aucune référence lui-même, tu vois, qui est cette espèce d'objet sacré qui serait arrivé comme ça, hop, un don des dieux. Et donc en fait, ils veulent que ça soit intouchable, et ils considèrent que c'est intouchable, alors qu'en fait, ton IP existe parce que d'autres ont mélangé des idées, des trucs. Enfin, et puis d'autres l'ont créé avant toi. Et etc. voilà, c'est complètement con. Donc et c'est pour ça que malheureusement l'hommage à Blanche ou à peut-être par le futur à d'autres risque peut-être d'être compliqué et se heurter à des logiques qui sont complètement corporatistes. Hein, on va être tout à fait transparent, et qui sont dommages parce que c'est vraiment, je pense, l'art de Blanche spécifiquement, ce qui est le cœur, en tout cas au moins visuel du hobby. Et les hommages, le jour de l'annonce de sa disparition, parce qu'il était décédé déjà depuis quelques jours, on ne le savait pas. En fait, moi, mon fil Instagram, ce n'était que des hommages pendant 24 heures. Ouais. Et ce qui est complètement fou, parce que j'ai même pas connu ça, si tu veux. Je suis un grand fan de Star Wars, la mort de Carrie Fisher, ça m'a touché, mais tout mon fil Twitter ou Insta ou machin, c'était pas que ça. Là, c'était vraiment que ça, parce que j'ai aussi un fil qui est vraiment sur Instagram orienté hobby, mais ça prouve bien que d'une manière ou d'une autre, Blanche a touché les gens. Même si tu peins pas du Blanchitsu, même si tu joues pas à Trench Cruiser, même si tu, enfin tu vois. Et je pense que c'était important que les gens le fassent avant Games Workshop d'une certaine manière. Maintenant, effectivement, Games, qu'ils le fassent ou qu'ils le fassent pas, c'est pas très grave. S'ils le font, par contre, faut que ça soit bien fait. Ouais, juste ça. c'est Et pas par-dessus la jambe. Ouais, et malheureusement, on n'a pas toujours des bons signaux qui sont envoyés de ce point de vue-là, quoi. Voilà pour cet épisode sur John Blanche. On espère que vous aurez appris des trucs. Dites-nous en commentaire quelles sont vos illustrations préférées, quels sont le nom des œuvres qu'on a citées si on ne les connaît pas bien. Vous excuserez nos lacunes culturelles. Et on aurait bien sûr
plus parler de plein d'autres choses. Il a fait effectivement du Requisitor, il a fait du Epic, il a fait plein de choses. John, parlez-nous de nos illustrations préférées en commentaire. Là, vous pouvez mettre des commentaires, Spotify, YouTube, ou même juste rejoignez le Discord. C'est cool, l'ambiance est bonne. Rejoignez-nous. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, vous pouvez nous soutenir en faisant vos achats sur MyHobbyPlace, parce que vous pouvez reverser 5% de votre panier sans frais supplémentaires, et ça c'est quand même plutôt cool, ce qui permet ensuite à Raphaël de se monter un nouvel établi, puisqu'il a déménagé. Et de peindre du coup du Trench Crusade. Et voilà, donc ça veut dire d'autres épisodes sur Trench Crusade, donc voilà, vous financez les prochains épisodes avec votre argent, c'est magnifique. Sinon, il y a toujours mon essai, dans lequel je parle extensivement pour le coup de John Blanche. Pour le coup, je fais toujours ce plug, mais là cette fois il a vraiment du sens. Il y a toute une facette sur l'esthétique de Warhammer 40 000 et comment la définir, et forcément du coup je parle de John Blanche à cette occasion. On se retrouve très bientôt pour 2 événements. Il y en a un qui arrive tout bientôt au moment où je vais sortir ce podcast, c'est le War at Rock de Melody alias War Adventure. C'est le 20 juin au Café du Vieux Monde, donc c'est dans quelques jours, quelques heures là quand on va sortir le podcast. Donc vous n'y serez peut-être pas, mais vous pourrez nous retrouver au Summer Rural... Au Rural Summer Break de Brother Maxou, où nous serons tous les deux. Donc voilà, j'ai reçu les stickers. Je me suis trompé sur la taille, ils sont plus petits que je pensais, mais vous aurez des stickers. Venez nous voir, ça fait toujours plaisir. Si vous avez les bouquins, faites-les signer. Je dis les bouquins comme si j'en avais écrit plusieurs. Oui, j'en ai écrit plusieurs, j'en ai écrit un sur Star Wars, mais on n'en parle pas ici. Bref, portez-vous bien, longue vie à l'art de John Blanche, et merci à lui pour tout ce qu'il nous a apporté et qui continuera immanquablement à nous apporter. Des bisous, Raph. Des bisous, et n'arrêtez jamais de consommer de l'art. Exact. Oui, mais t'as dit consommer, alors en fait c'est la consommation.